Bonjour à toutes et à tous, très heureux aujourd'hui d'être parmi vous aux API Days, comme depuis quelques années. Merci encore Mehdi, Baptiste et Ori pour l'invitation. En effet, le sujet de ma conférence aujourd'hui est autour de la souveraineté et surtout de la souveraineté numérique. En effet, depuis l'Antiquité, les fortifications étaient souvent la seule expression de la souveraineté politique et territoriale. Et bien que le concept de souveraineté, dont le sens moderne ne soit pas applicable à ces périodes anciennes, plusieurs civilisations ont construit des structures défensives massives pour protéger leur territoire contre les invasions et affirmer leur autorité. Mais cette politique démentielle de fortification fut un échec militaire retentissant, mais aussi un incroyable drame humain, hein, parce que toutes les personnes qui ont participé à construire ces fortifications, ils ont la plupart d'entre eux décédé sur les chantiers. Mais ça n'a jamais aussi empêché les incursions, tout comme les remparts de Troie en Grèce antique, le mur d'Antonin en Écosse, ou les remparts de Carcassonne en France dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Donc cette conception de la souveraineté au sens large est très liée à l'État-nation. Le concept de souveraineté nationale est l'élément principal sur lequel se fonde l'État. Mais l'histoire nous a amené des exemples d'extension de cette souveraineté territoriale dans sa conception basique à une souveraineté technique. Et c'est un domaine de prédilection qui confère à l'État un avantage compétitif qui sera utilisé pour asseoir justement la souveraineté nationale, la souveraineté par un avantage utilisé pour évoluer dans un domaine de prédilection et une légitimité extérieure. Des exemples historiques anciens de souveraineté technique sont devant vous, hein, bien que le concept moderne de souveraineté soit relativement récent, on peut identifier un certain moment de l'histoire des domaines techniques clés sur lesquels certaines civilisations se sont bâties. On voit devant nous l'Empire romain, qui a été basé sur l'ingénierie militaire. Hein. L'Empire romain était une civilisation de l'Antiquité technologiquement très avancée, et les Romains ont incorporé les technologies des Grecs et des Celtes pour à la fois renommer une avancée militaire majeure. Ils ont développé des technologies de siège, de ponts, de routes et d'autres infrastructures qui ont contribué à asseoir la nation militaire. Les compétences nautiques des Vikings, par ailleurs, ont souvent été perçues comme des guerriers uniquement, mais également ce sont de bons navigateurs et des constructeurs de bateaux compétents. Leurs compétences nautiques avancées leur ont permis de naviguer sur des vastes distances. D'ailleurs, on dit souvent que leurs bateaux, ils atteignaient les 15 nœuds quand la majorité des bateaux dans le monde à ce moment-là ne dépassaient pas les 5 nœuds. Et aujourd'hui, on a encore d'autres civilisations comme les Arabes et les musulmans qui ont perfectionné une technologie des horloges, justement, une technologie qui a permis d'avoir un avantage sur certains instruments scientifiques sophistiqués, tels que les astrolabes, qui est utilisé pour la navigation, l'observation astronomique. Chacun de ces empires, on l'a vu, a eu ses moments de gloire. Ils ont créé un avantage de connaissance, une barrière pour s'assumer et assurer une suprématie et un contrôle qui sont avérés pas durables dans le temps. En même temps que l'Empire romain il s'est appauvri au fil du temps du fait des invasions barbares et son économie s'est fragilisée car la levée des impôts aux quatre coins de l'Empire devient compliquée à cause de ces invasions. La limite du modèle d'extension sans fin a atteint une fin de non-retour. Pour les Vikings, par contre, le modèle économique limité et les changements climatiques subis ont raison de leur règne, en plus de leur manque d'adaptation dans un contexte international défavorable. Je note par là l'arrivée, par exemple, des marchands portugais qui ont réussi à faire valoir et à ramener les défenses d'éléphants venus d'Afrique ou les morses facilement importées de Russie, ce qui a précipité justement la chute des Vikings. Et l'Empire musulman, après 4 siècles de prospérité économique, non seulement par des conquêtes militaires, mais également par l'imposition, l'importance des échanges commerciaux, le développement des savoirs et leur grande capacité à absorber des connaissances du monde, c'est progressivement fermé au monde extérieur. Puis il vécut marginalisé à l'écart de l'innovation, ce qui a précipité aussi leur chute. Donc globalement, on dit que les révolutions de ces moments-là, il y a eu des moments de gloire et des moments où ils n'ont pas pu garder l'avantage à un certain moment plus longtemps. On arrive à la révolution numérique dans la lignée de l'évolution de la création de la valeur. Et ce graphique que vous avez devant vous est le résultat des travaux d'Angus Madison, qui est un historien économiste britannique, qui avant tout le monde, vu globalement l'incroyable usage des bases statistiques, hein, qui a constitué lui-même, et qui est indispensable à la compréhension du monde moderne. Il a pu donc reconstituer les évolutions de la croissance au niveau mondial et surtout la création de valeur
de près de 2 millénaires, hein, depuis l'an 1 de notre ère. En effet, il a pu décrire les grandes étapes du processus d'évolution qui a vu l'Europe, par exemple, prendre une avance considérable par rapport au reste du monde et surtout par rapport à la Chine, première puissance économique mondiale au début du deuxième millénaire. Il a été l'un des premiers aussi à souligner la nécessité de tenir compte de la souveraineté et du protectionnisme, de ce qui est aujourd'hui devenu une évidence pour la plupart d'entre nous. Trois grandes conclusions, je dirais. Le monde qui a connu une augmentation de richesse par habitant et s'est arrêté un petit peu globalement vers le 15e, 16e siècle. Hein. Globalement, ce montant est évalué à une richesse de 500 dollars par habitant. Deuxième conclusion, c'est les commerces et l'industrialisation qui ont permis d'augmenter de manière très importante la richesse par habitant, ainsi que l'ensemble des services sociaux liés à la santé, à l'éducation, et j'en passe. Et le troisième élément de conclusion, c'est que le numérique a décuplé la richesse par habitant jusqu'à atteindre globalement les 50 000 dollars. Donc on voit par là, globalement, un ensemble d'évolutions de richesse, création de valeur qui a jalonné en fait les révolutions qu'on a vécues, révolution industrielle, révolution numérique et informationnelle, jusqu'à atteindre les 50 000 dollars de la révolution numérique qu'on voit aujourd'hui. Donc ces enjeux, ces évolutions de transformation, ils ont touché plusieurs niveaux. Ils ont touché d'abord les États-nations, les sociétés dans lesquelles on vit, les individus et par la force des choses, les économies et les entreprises. Donc nous vivons en effet dans un environnement numérique qui apporte chaque jour son lot d'innovations technologiques, numériques, avec d'énormes potentiels d'utilisation et d'usage. Si on revient un petit peu dans l'histoire, aux États-Unis, l'Internet d'abord a été porté à ses origines par l'armée et devient la belle symbiose entre l'université et la créativité. Et même, il y a eu une alliance avec les entrepreneurs dans l'industrie du renseignement. Par exemple, un autre exemple aujourd'hui, le fameux logiciel Palantir que vous connaissez, a été utilisé aussi par les banques américaines, par la CIA, mais aussi par les banques françaises et même par la DGSE dernièrement. Donc, Internet est devenu aujourd'hui une extension informatique des États-Unis dans une forme nouvelle de puissance impériale qu'on appelle le cyberempire. Donc voilà, donc ça c'est le début des débats, c'est pas la fin, puisque les débats sur la souveraineté numérique commencent par là, par l'Internet d'abord, et désormais ça commence à devenir un sujet d'actualité, vu l'importance du numérique dans l'économie et la société, qui sont au cœur aujourd'hui de l'actualité, française, européenne et mondiale. Cette souveraineté n'est pas que du protectionnisme, visant globalement à combler un retard important de l'Europe sur le numérique. Elle est aussi vue comme étant le développement d'une capacité d'innovation, d'une capacité d'autonomie visant à assurer le bien-être des citoyens et la prospérité des entreprises dans un environnement qui est de plus en plus ouvert. Donc, est-ce que c'est un buzzword? Peut-être c'est un buzzword, mais peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, on voit des réalités et des débats philosophiques, politiques, économiques, de part et d'autre, des régulations qui n'en finissent pas, de la profilation des data, nos data, vos data, l'arrivée des GAFAM et des BATX, on appelle maintenant les GAMAM, les évolutions qui sont en cours autour du cloud, de l'IA, de l'informatique quantique. Voilà, tous ces éléments-là, ils sont en train de mettre en perspective un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de souveraineté, des éléments de réaction à la fois du citoyen lambda qui veut que ces données ne soient pas partagées par tout le monde, des données médicales, des données de santé ou des données de connexion, tout simplement, versus des données d'État, des données de sécurité nationale qui sont aujourd'hui, la plupart d'entre eux, hébergés dans un cloud où sa localisation n'est pas encore bien localisée. Donc, du coup, si on prend quelques données aujourd'hui, on ne va pas tous les citer là. Aujourd'hui, quand on voit la domination de certains pays ou de certains usages, c'est un peu parfois effarant quand on voit que parmi les 10 premières universités du monde, il n'y en a que 2 qui sont européennes, donc les 8 premières sont américaines. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Quand on voit que 90% des données du monde occidental ils sont hébergées sur des serveurs américains, ça c'est quand même quelque chose qui peut nous amener à réfléchir et à se poser des questions. Google aujourd'hui, en termes de part de marché mondial du moteur de recherche, c'est 92%. Quand on va un peu plus loin sur l'histoire, sur les BATX, on voit bien que l'investissement aujourd'hui des Tessint en Union européenne, il est aux alentours de 10 milliards d'euros. Quand on voit les entreprises, le classement des entreprises en termes de capitalisation boursière, il n'y a que 2 entreprises aujourd'hui européennes qui sont dans le top 25, c'est SAP et ASML. Les utilisateurs TikTok, ils ont dépassé les 1,7 milliard d'utilisateurs.
50% des licornes mondiales sont d'origine américaine, contre 36% pour l'Asie et seulement 16% pour l'Union européenne. Et en fait, le secteur tech américain, aujourd'hui, il vaut carrément 27, les 27 économies les plus développées au niveau européen. Donc tout ça nous ramène à se poser la question sur qu'est-ce que ça couvre justement, comment on peut définir cette souveraineté numérique. Il n'existe pas de définition unique de la souveraineté aujourd'hui numérique. Le Parlement européen évoque par exemple la capacité de l'Europe à agir de façon indépendante dans le monde numérique, à la fois grâce à des mécanismes de protection et des outils offensifs pour accélérer l'innovation numérique, y compris par des partenariats avec des entreprises non européennes, bien évidemment. Donc globalement, on peut noter plusieurs choses dans ce que vous avez présenté dans la slide. C'est d'abord la capacité de l'État à agir dans le cyberespace. C'est aussi la souveraineté, c'est la maîtrise de notre présent et de notre destin, tel qu'il a été abordé par Pierre Bélanger, qui est président de Skyrock, et aussi l'un des personnages qui a amorcé l'arrivée de cette définition et de ce débat sur la souveraineté numérique. Et en plus, on peut avoir le côté allemand qui considère que la souveraineté technologique est la capacité à développer, déployer, appliquer, se sourcer l'intégrité d'un nombre de technologies clés qui sont devenues sensibles dans le monde d'aujourd'hui. Donc on voit bien que le débat est très large et on ne peut pas se limiter à un seul élément de définition de cette souveraineté numérique, de la question qu'est-ce que ça couvre ces souverainetés numériques. Plusieurs éléments, bien sûr. C'est un large éventail de domaines et de préoccupations qui sont liés à la fois à la capacité d'un pays, d'une organisation à exercer un contrôle sur ses propres activités numériques. Les données, la technologie sont parmi d'autres, mais on ne va pas tous les passer en revue, mais disons globalement, si on prend en compte les données, c'est un élément principal parce que la protection des données est l'un des aspects les plus importants de la souveraineté numérique. Cela inclut plusieurs éléments, dont la capacité à contrôler la collecte, le stockage, le traitement, en fait, globalement, le cycle de vie de la donnée. C'est la protection aussi de la vie privée des citoyens. Les technologies critiques, bien évidemment, ce sont des technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la technologie quantique, etc., et qui sont au cœur de ces souverainetés numériques. Et les nations cherchent aujourd'hui à développer leur propre expertise dans ce domaine pour ne pas dépendre excessivement des technologies étrangères. Les infrastructures numériques aussi qui sont critiques, cette souveraineté justement s'exerce aussi par la protection et l'internalisation de ces compétences en termes d'infrastructures comme les réseaux de télécommunications, les réseaux électriques, les systèmes de transport, qui sont aussi des menaces pour la cybernétique de demain. Et j'arrive à la cybersécurité, la cybernétique, qui sont aussi un élément important de souveraineté, puisque c'est comme ça qu'on assure la sécurité de nos réseaux, des systèmes, des données contre les attaques qui sont aujourd'hui monnaie courante. L'éducation et la formation, donc hyper important. Quand on a vu le dernier classement aujourd'hui, PISA de la France qui est arrivé à la 22e, 23e position, on voit bien que la formation et l'éducation sont un élément majeur dans la culture de cette cybernétique, la culture de cette indépendance. Les compétences locales sont à développer pour répondre à ces besoins de technologie d'un pays, ne pas être toujours obligé d'exporter ou d'importer des compétences de ce type-là. Et in fine, l'autonomie technologique, qui est un élément important aussi dans cette expertise nationale et internationale des domaines de la technologie de l'information et de la communication, et qui permettent à un pays, quel qu'il soit, d'être autonome dans la création, la maintenance et l'innovation de ses propres solutions technologiques. La dépendance avec les providers, c'est un élément aussi important. On voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre d'entreprises nationales engagent des négociations avec certains partenaires extérieurs, partenaires européens ou partenaires même américains, des providers de solutions, je ne vais pas les nommer ici, et on a du mal à négocier des prix attractifs, on ne maîtrise pas le déploiement, on ne maîtrise pas l'évolution des coûts, on ne maîtrise pas le contenu, ni le versionning de certaines évolutions, et tout ça crée une vulnérabilité qu'il va falloir un jour ou un autre y remédier. Et le dernier point, je l'ai mis en dernier pas par hasard, c'est les normes et les régulations, parce que c'est aussi une capacité d'influencer les régulations internationales qui sont liées à cette technologie numérique et qui revêt un aspect important. Or, aujourd'hui, et ça c'est un facteur important et un rappel à faire, la régulation ne règle pas tout. D'ailleurs, on ne peut pas tout régler. C'est-à-dire, on entend souvent la maxime qui dit les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens réglementent ou régulent. Il n'est pas normal qu'on puisse se limiter à un facteur de régulation. C'est vrai qu'on a un marché très important, les Européens, on a un marché internationalement reconnu, tout le monde cherche à s'introduire au marché européen, mais ce n'est pas une raison de passer notre temps plutôt à réguler qu'à innover et à encourager. Il ne faut pas que la régulation du marché européen, en tout cas l'innovation dans le marché européen, soit un facteur de blocage d'innovation in-house. Et on revient à des échecs parce que quand même, c'est pas le début. Hein, les Européens, ils ont quand même commencé, et ailleurs dans le monde, à chercher
à dompter cette souveraineté numérique qui reste un concept holistique et qui touche à nombreux aspects de la vie d'une nation. Et la protection des données et la préservation de l'autonomie technologique ainsi que sa sécurisation reste critique. Aujourd'hui, vous voyez devant vous un certain nombre d'initiatives que j'ai essayé de lister et qui ne sont pas, j'allais dire, exhaustives. En tout cas, ça montre qu'on a eu des échecs. En tout cas, c'est comme ça que ça commence la réussite. Hein. Il faut test and fail, test and learn. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que les Américains avancent et il ne faut pas qu'on soit très différent d'eux. Quelques exemples majeurs. Hein. Donc, le projet de messagerie CHAP en France, il a été démarré en 2019. Hein. C'est une application de messagerie chiffrée destinée aux agents du gouvernement. Cependant, le projet a été critiqué pour des lacunes de sécurité et de confidentialité et un certain nombre de vulnérabilités ont été découvertes. L'application était largement perçue comme étant pas à la hauteur des normes de sécurité attendues, très peu utilisée aujourd'hui. C'est un échec qui reste quand même une brique pour réfléchir peut-être à une messagerie différente demain. Il y avait le projet cloud souverain français qui s'appelait Andromède, hein, qui est un projet qui a été initié il y a quelques années, en 2014 de mémoire, et dont l'objectif était d'avoir une indépendance à l'égard des fournisseurs du cloud américains. Cependant, ce projet a été abandonné à cause des difficultés financières, on revient à l'investissement, et parce que la concurrence sur le marché du cloud est très, très, très présente. D'autres sujets ici, je ne vais pas y rester très longtemps, hein, le Gmail, messagerie mail sécurité allemande qui a été aussi un échec. L'échec du smartphone français, je ne sais pas si vous le savez, mais la France a essayé de lancer un propre smartphone qui s'appelle Dromadaire, hein, qui était envisagé et qui était un smartphone souverain. Le projet a été critiqué aussi parce qu'il n'était pas clair sur les dates techniques, avec le coût très très élevé, ce qu'il faut avec la concurrence aujourd'hui des Chinois, des Coréens et des Américains. Le projet a été abandonné. Plus bien sûr un certain nombre d'initiatives, que ce soit dans les pays africains avec la blockchain qui n'a pas marché à cause de la fuite des cerveaux, hein, et le manque d'infrastructures techniques, des projets au niveau de la Russie autour d'un moteur de recherche souverain russe. Voilà, un certain nombre d'initiatives mondiales ont été lancées et ont échoué, mais ce n'est pas une raison d'arrêter là, donc il fallait de l'avant. Mais aujourd'hui, on se pose la question aussi, hein, quels sont les impacts globalement de cette souveraineté, ou l'impact de la souveraineté numérique sur la transformation de nos entreprises. Tout d'abord, il y a la dépendance technologique. En perdant la souveraineté numérique, les entreprises ne peuvent pas devenir fortement indépendantes des fournisseurs étrangers parce que le contrôle des technologies, c'est un facteur très très important de maîtrise des risques en termes de sécurité et de confidentialité. Il y a aussi la vulnérabilité aux régulations étrangères. Le Cloud Act en est un dernier exemple, je ne vais pas m'y attarder. Le risque des cyberattaques. Une perte de souveraineté numérique peut rendre les entreprises plus vulnérables aux cyberattaques, car elles dépendent davantage d'infrastructures ou de solutions provenant d'étrangers. La perte de contrôle, c'est les données. Donc, hyper important parce que ça implique souvent une capacité de contrôle de cycle de données sensibles. En perdant cette souveraineté, les entreprises peuvent se retrouver devant des situations un peu alambiquées et des fuites de données critiques. Sur l'innovation, idem, l'innovation aujourd'hui, c'est un facteur important qui peut influencer un certain nombre d'éléments, même la réglementation, et qui entrave la capacité d'innover et adopter rapidement de nouvelles technologies. Les coûts et de la conformité, puisque si on est dépendant des autres marchés, ben, c'est à nous de s'adapter pour la conformité. Donc tout ça fait que la nécessité d'adaptation sont coûteuses pour les entreprises pour pratiquer et intégrer des technologies qui ne sont pas issues du marché local. Il y a aussi un défi pour l'autonomie technologique. Cette perte de souveraineté peut rendre plus difficile pour les entreprises d'accélérer à des compétences liées à des connaissances technologiques locales. On voit bien que nous-mêmes en France et en Europe, on a des fuites de cerveau vers le marché anglais et le marché américain. Donc à un moment donné, il faut aussi que cette autonomie technologique soit associée à une autonomie de formation et de compétences. Et en dernier lieu, les problèmes de confidentialité de données, parce que la confiance des clients et des partenaires commerçants commence à être érodée si on a des fuites de données. Les entreprises ne sont pas encore en mesure de garantir cette protection de données en raison de la perte de souveraineté numérique. Donc, en résumé, la perte de souveraineté numérique peut avoir des répercussions graves sur la transformation des entreprises, affectant leur sécurité, leur agilité et leur capacité d'innovation. Si on regarde un petit peu le sujet de être souverain et comment être souverain alors que les grandes entreprises technologiques sont américaines et chinoises. C'est une très bonne question. Une question qui arrive dans un contexte où les grandes entreprises technologiques sont aujourd'hui en concurrence. En concurrence, et on est un petit peu au milieu du gué. Plusieurs stratégies initiatives peuvent être envisagées. Hein. Donc, j'ai listé quelques-unes, bien sûr pour l'échange. La première, c'est d'abord l'investissement dans la recherche et développement. Pourquoi? Parce qu'il faut encourager les investissements nationaux et européens dans la recherche et développement de technologies afin de stimuler l'innovation et de réduire la dépendance.
Deuxième point, c'est l'éducation et la formation, on y revient. C'est essentiel que la formation et l'éducation de nos équipes, de nos collaborateurs, de nos enfants, la formation au niveau national, puisse développer des compétences locales et aussi, pourquoi pas, attirer les talents de l'étranger. Il y a un certain nombre d'initiatives open source qui favorisent l'adoption et le développement de solutions open source pour promouvoir la transparence, l'interopérabilité et l'indépendance par rapport à ces fournisseurs spécifiques. Il y a des projets collaboratifs. GAIA-X, on est un exemple qui vise à créer des infrastructures de services numériques souveraines. Le soutien aux startups, c'est très important. On a aujourd'hui un tissu de startups européen qui est très, très maillé, qui est dynamique, mais qui manque parfois de ressources. Et l'émergence de ces startups locales vont fournir un certain nombre d'éléments qui vont être utilisés par les grandes entreprises. Mais pour faire ça, il faut avoir des incitations fiscales, des financements ouverts et un soutien financier majeur. Et bien sûr, la cybersécurité est renforcée parce qu'il faut investir dans nos capacités nationales de cybersécurité pour protéger nos données sensibles dans le cyberespace et sur les cybermenaces. Et bien sûr, il reste un certain nombre de sujets comme l'innovation au partenariat public-privé ou l'adoption de solutions locales pour encourager aujourd'hui un tissu industriel, j'allais dire, domestique. On peut se poser la question aussi maintenant sur quelle technologie investir. C'est vrai qu'aujourd'hui, les domaines sont très variés. Hein. On peut investir dans le cloud, on peut investir dans l'IA, on peut investir dans certains sujets, mais on ne peut pas investir dans tous les domaines. Il faut faire des choix. Aujourd'hui, parmi les éléments qui sont importants pour moi pour qu'on puisse avancer dans cette problématique de maîtrise de souveraineté numérique dans certains domaines, il y a le quantique. L'informatique quantique est très, très utile aujourd'hui pour améliorer l'efficacité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, par exemple, pour traiter le quantique toujours en croissance de données, afin d'aider les entreprises et les organisations à rationaliser leurs opérations. Ça peut être un élément important pour qu'on puisse avancer vers de l'avant. L'IA, toujours, l'IA aujourd'hui, l'IA demain, qui repose sur 3 piliers. Vous connaissez l'algorithmique, qui est basé sur les mathématiques, on revient à l'information, la programmation informatique et les neurosciences. Les données qui sont nécessaires pour créer cette IA, et il faut qu'ils les entraîner par les algorithmes qui sont aussi exploités par l'IA. Et pour extraire ces informations et créer de la valeur sur la base d'une analyse des données par l'IA et la puissance de calcul. Tous ces éléments font que ce domaine reste très, très important parce que l'IA intervient dans plein de domaines d'activités stratégiques, la gestion de l'énergie, l'amélioration du processus de la supply chain, l'amélioration des soins de santé. Voilà, donc ce sont des éléments qui permettraient un investissement rentable, utile pour la population et utile pour les entreprises et aussi pour les nations. On peut aussi parler des télécommunications. En fait, les télécommunications, ils permettent la transmission d'informations. Ce sont des technologies qui ont beaucoup, beaucoup évolué au fil des temps. Et l'information était toutefois transmise par le télégraphe, puis par les ondes de radio, les transistors. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution majeure de ces moyens de communication. Pourquoi ils sont stratégiques? Parce qu'ils assurent la continuité de services publics, des services d'échanges sociaux. La transmission fluide des données et d'informations sont hyper essentielles dans les pays aujourd'hui. Et la sécurité de ces réseaux sociaux qui ne soient pas utilisés à des fins d'espionnage, de surveillance, sont majeurs si on veut créer une stratégie d'indépendance vis-à-vis de l'étranger. Et bien sûr, la cybersécurité qui reste quand même un domaine à la fois de lien entre les infrastructures de câbles ou sans fil. Il y a plein d'acteurs étatiques aujourd'hui qui commencent à utiliser la cybersécurité pour se défendre, mais aussi de manière offensive. Donc voilà, on voit bien que ce domaine-là devient majeur pour l'avenir. Et je finirai par les semi-conducteurs. Hein. Les semi-conducteurs sont les matériaux dont le comportement physique se situe entre un conducteur et un isolant de propriété qui lui permet de gérer et de contrôler les flux courant dans l'électronique et constitue une base dans tous les composants de puces électroniques. L'utilisation de plus en plus des puces électroniques dans l'ensemble des secteurs d'activité lui confère une position stratégique majeure dans l'économie et même d'un État. Donc de la loi aujourd'hui sur les puces électroniques récemment annoncée par l'Union européenne pour commencer à encourager la construction des puces en Europe, elle est importante. Aujourd'hui, il faut l'encourager. C'est une étape importante de l'atteinte d'une certaine souveraineté numérique européenne. Et pour donc finir, c'est quelle stratégie adopter, Donc, il y a une approche offensive et une approche défensive. L'approche offensive se rapproche plus d'une stratégie industrielle de taille au niveau de l'État, avec la création de champions numériques et plus généralement améliorer la compétitivité de toute l'Europe dans le domaine du numérique. Ou une stratégie défensive qui sera à continuer à réglementer,
à se protéger, à limiter l'innovation, mais stratégie est vouée à l'échec tôt ou tard. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir un petit peu voilà, prendre des risques, investir et se confirmer comme étant un champion européen de l'innovation, du numérique et tout ce qui est nouvelle technologie, parce que sans maîtrise des technologies, il n'y a pas l'autonomie stratégique. Et globalement, si on veut préparer l'avenir, il faut commencer maintenant. Merci à vous tous. Merci pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.